Bienvenue à cette session d'entraînement portant sur l'UE 2.10, infectiologie et hygiène. Cette session comporte 20 questions suivies de leur correction. Une seule réponse est possible. Une animation vous indique le temps restant pour pouvoir répondre. Cette vidéo dure environ 20 minutes. Prêt, c'est parti. Question 1. Quel type de gants est particulièrement déconseillé? Réponse A. Les gants en vinyle. Réponse B. Les gants en nitrile. Réponse C. Les gants en latex. Réponse D. Les gants en latex poudré. Les allergènes du latex sont principalement les protéines de latex. Celles-ci vont se fixer à l'amidon de maïs qui forme la poudre des gants, vont être mises en suspension dans l'air lors du retrait de ces gants, puis peuvent être inhalées, provoquant rhinoconjonctivite et crise d'asthme aigu. Un spectateur peut ainsi être impacté même sans manipuler les gants. La bonne réponse était donc la réponse D. Question 2. Peut-on mélanger acide et javel pour former un détartrant désinfectant? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le mélange d'un acide comme un détartrant avec de la javel va provoquer un dégagement gazeux de dichlore. Les vapeurs de dichlore sont très irritantes et corrosives. Lorsqu'elles sont inhalées, les vapeurs vont provoquer une irritation des voies aériennes supérieures avec larmoiement, nez qui coule, picotement de la gorge. Plus grave encore, elles peuvent provoquer un œdème aigu pulmonaire voire un syndrome de détresse respiratoire aiguë. La bonne réponse était donc la réponse B. Question 3. L'essuyage humide des surfaces s'effectue. Réponse A. De bas en haut. Réponse B. De haut en bas. Réponse C. Sans distinction. L'essuyage humide consiste à réduire la contamination microbienne des surfaces et de retirer les poussières contaminées tout en évitant de les remettre en suspension dans l'air, à l'aide d'une chiffonnette imprégnée de détergent désinfectant. En nettoyant les surfaces de bas en haut, des poussières et des souillures en hauteur peuvent se déposer sur des surfaces nettoyées en dessous et les recontaminer. C'est pourquoi l'essuyage humide s'effectue de haut en bas. La bonne réponse était donc la réponse B. Question 4. Pour une antisepsie cutanée, je peux utiliser de la chlorhexidine aqueuse à 0,05%. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La Société française d'hygiène hospitalière met en garde dans son guide des bonnes pratiques de l'antisepsie chez l'enfant de mai 2007, l'usage de la chlorhexidine aqueuse à 0,05%. En effet, une étude comparative de l'activité bactéricide in vitro de 9 antiseptiques publiée en 1992 montre que la chlorhexidine aqueuse à 0,05% a une activité bactéricide insuffisante. Celle-ci ne devrait plus être utilisée pour l'antisepsie. La bonne réponse était donc la réponse B. Question 5. Purger les conduites d'eau chaude permet de réduire la contamination par les légionnelles. Vraie réponse A. Faux réponse B. Les légionnelles sont des bactéries qui se développent dans les eaux stagnantes et dont la température optimale de croissance est comprise entre 25 et 45 degrés. Elles sont très courantes dans les établissements de santé. Une enquête en 2000 montre que plus de 34% des établissements testés étaient positifs. À partir de 50 degrés, elles cessent de proliférer et sont détruites au-delà de 55 en quelques minutes. C'est pourquoi purger les conduites d'eau chaude réduit la contamination en détruisant par la chaleur celles qui se sont fixées au tartre et au biofilm des conduites. La bonne réponse était donc la réponse A. Question 6. Purger les conduites d'eau froide permet de réduire la contamination par les légionnelles. Vraie réponse A. Faux réponse B. La circulation d'eau chaude va chauffer les conduites d'eau et détruire les légionnelles. Quand l'eau chaude cesse de circuler, la température diminue pour atteindre la température optimale de croissance où les légionnelles vont pouvoir proliférer. Dans les conduites d'eau froide, la température optimale de croissance n'est pas atteinte et donc les légionnelles ne peuvent s'y développer. Cependant, à certains endroits, ces conduites peuvent devenir moins hostiles si elles sont trop proches de sources de chaleur comme les conduites d'eau chaude ou du chauffage domestique.
Un soutirage d'eau permet d'évacuer par le flux une partie des légionnelles et d'éviter la stagnation. C'est pourquoi certains établissements procèdent également à des purges d'eau froide. La bonne réponse était donc la réponse A. Question 7. Après le retrait des gants au contact d'un patient porteur d'un Clostridium difficile, je réalise. Réponse A. Une friction hydroalcoolique des mains. Réponse B. Un lavage des mains au savon doux. Réponse C. Un lavage au savon doux puis une friction hydroalcoolique. L'alcool dilué a une action bactéricide, il traverse la paroi de la bactérie pour modifier la structure spatiale des protéines en formant des liaisons hydrogènes. Ce processus appelé dénaturation rend la protéine inactive puis l'alcool les coagule, détruisant la bactérie. Le Clostridium difficile est une bactérie qui a la particularité de sporuler, c'est-à-dire de former une enveloppe protectrice très résistante. Bien que celle-ci soit constituée d'une tunique protéique, l'alcool ne peut pas pénétrer et dénaturer les protéines à l'intérieur. Il est donc inefficace. C'est pourquoi après un contact avec un patient porteur d'un Clostridium difficile, il est nécessaire de réaliser un lavage au savon doux pour retirer par détertion les spores puis ensuite réaliser une friction hydroalcoolique pour éliminer le reste de flore transitoire. La bonne réponse était donc la réponse C. Question 8. Pourquoi les plantes et fleurs coupées sont interdites dans les établissements de soins? Réponse A. Elles consomment l'oxygène la nuit et peuvent provoquer une asphyxie. Réponse B. Elles font perdre du temps aux soignants à s'en occuper. Réponse C. Elles sont le réservoir de Pseudomonas aeruginosa. Réponse D. Elles attirent les insectes. Autrefois courantes dans les hôpitaux, les plantes et fleurs coupées sont de plus en plus souvent interdites. L'éditorial. Where have all the flowers gone? Cite comme étonnante raison pour bannir les fleurs les risques de coupure en cas de bris de vase, les risques de diminution du taux d'oxygène dans l'air, le risque de court-circuit par projection d'eau sur des appareils électriques et enfin la perte de temps pour les soignants à devoir changer l'eau des vases. Pourtant, si les fleurs et plantes sont de plus en plus souvent bannies, c'est parce qu'elles constituent des réservoirs pour les bactéries, notamment pour Pseudomonas aeruginosa, une bactérie multirésistante. Ainsi, l'étude Indigenous multi-resistant bacteria from flowers in hospital and non-hospital environments a identifié dans l'eau des vases la présence de 41 espèces de bactéries différentes dont 12 de Pseudomonas et qui présentaient pour certaines un haut degré de résistance aux antibiotiques. C'est pour éviter les infections nosocomiales que les plantes et fleurs coupées sont interdites dans les établissements de soins. La bonne réponse était donc la réponse C. Question 9. En présence d'un cas suspect de rougeole, faut-il porter un masque de protection respiratoire? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La rougeole est une maladie virale très contagieuse dont la transmission se fait par contact, gouttelettes et aérosols. La Société française d'hygiène hospitalière recommande la mise en place sans délai des précautions complémentaires de type R et le port de masques FFP2. Elle recommande également de maintenir ces précautions 2 heures après le départ du patient à cause de la suspension des aérosols et d'aérer les pièces. La bonne réponse était donc la réponse A. Question 10. Les gants sont une protection peu efficace lors d'un accident avec exposition au sang par piqûre. Vraie réponse A. Faux réponse B. Une enquête de 1999 a montré que les soignants portaient peu les gants à usage unique lors des soins à risque de piqûre. Un audit de 2007 montre que l'observance a peu évolué. Pourtant, les gants ont montré une réelle efficacité, ainsi, l'étude Efficacy of gloves in reducing blood volumes transferred during simulated needle stick injury a démontré que le volume de sang transféré par piqûre était réduit de 46 à 86%, réduisant ainsi le risque d'infection. D'autres études confirmeront ces résultats, démontrant l'efficacité et l'importance du port des gants lors des soins à risque de piqûre. La bonne réponse était donc la réponse B. Question 11. En cas de tuberculose, il ne faut surtout pas ouvrir les fenêtres pour éviter une dispersion. Vraie réponse A. Faux réponse B. L'étude
Hospital ventilation and risk for tuberculous infection in Canadian healthcare workers. Établit la preuve d'une relation entre un faible taux de ventilation et la propagation de la tuberculose. Auparavant déjà, l'équation de Wells-Riley modélisait imparfaitement que la probabilité d'infection par des droplets nucléi est inversement corrélée au débit de ventilation. C'est pourquoi il est recommandé de ventiler les pièces pour réduire la quantité d'aérosols en suspension. Toutefois, la ventilation naturelle par l'ouverture des fenêtres tend à disparaître pour privilégier la ventilation mécanique bien plus efficace et confortable pour le patient, mais plus coûteuse. La bonne réponse était donc la réponse B. Question 12. La friction hydroalcoolique des mains après le retrait des gants n'est pas nécessaire. Vraie réponse A. Faux réponse B. On pourrait penser que les gants font obstacle à la contamination des mains et que la friction hydroalcoolique est superflue. Pourtant, l'étude Contamination of healthcare personnel during removal of personal protective equipment a montré que presque la moitié des participants présentaient une contamination des mains ainsi que des vêtements après le retrait des gants. C'est au moment de ce geste que les mains sont contaminées. C'est pourquoi une friction hydroalcoolique est nécessaire après chaque retrait de gants afin de réduire la transmission croisée. La bonne réponse était donc la réponse B. Question 13. Trouvez la proposition exacte parmi les suivantes. Une personne atteinte de légionellose est contagieuse. Réponse A. Doit être placée en isolement septique. Réponse B. Peut présenter une diarrhée. Réponse C. Est dépistée par prélèvement oropharyngé. Réponse D. La légionellose est une infection pulmonaire non contagieuse, dont la contamination se fait par l'inhalation d'aérosols d'eau contaminée lors d'une douche par exemple, ou bien dans un bain à remous. Il n'y a pas de contamination interhumaine et l'isolement septique est donc inutile. Le dépistage comporte plusieurs examens, en premier la recherche d'antigènes solubles urinaires, un test rapide prenant 1 heure. Ce test sera suivi d'une culture à partir d'un lavage broncho-alvéolaire pour identifier la souche de Légionelle. Parmi les symptômes de la légionellose, on peut observer une diarrhée. La bonne réponse était donc la réponse C. Question 14. Une unidose de chlorhexidine dans un flacon de gel douche formera un savon antiseptique. Vraie réponse A. Faux réponse B. La chlorhexidine est un cation bivalent, c'est-à-dire une molécule ayant perdu des électrons et avec une charge positive. Le savon est un anion, c'est-à-dire une molécule avec un électron en plus et une charge négative. Lorsque ces deux molécules sont en présence, elles vont s'attirer par liaison ionique et former un complexe inactif, sans aucune propriété antiseptique. C'est pourquoi il ne faut jamais mélanger chlorhexidine et savon et toujours bien rincer celui-ci avant d'appliquer cet antiseptique. La bonne réponse était donc la réponse B. Question 15. Une tuberculose pulmonaire entraîne la mise en place de précautions complémentaires. De type R. Réponse A. De type gouttelette. Réponse B. La tuberculose est transmise par les gouttelettes respiratoires ou gouttelettes de Flug lors de la respiration, toux, éternuement ainsi que par les aérosols ou droplets nucléi, qui sont des gouttelettes déshydratées mais encore contagieuses. Les aérosols sont plus petits que les gouttelettes et peuvent passer à travers les mailles des masques chirurgicaux. De même, ils peuvent rester en suspension dans l'air contrairement aux gouttes. C'est pourquoi des précautions complémentaires de type R seront mises en place comme la ventilation de la chambre pour disperser à l'extérieur les aérosols et le port de masques FFP2 filtrant les aérosols pour les soignants et un masque chirurgical pour le patient pour retenir les projections de gouttelettes. La bonne réponse était donc la réponse A. Question 16. Pour réaliser une dilution de produit concentré avec de l'eau. Je verse le produit concentré puis j'ajoute l'eau. Réponse A. Je verse l'eau puis j'ajoute le produit concentré. Réponse B. Pour des raisons de conservation et de stockage, certains produits se présentent sous forme de concentré à diluer dans un solvant pour pouvoir être utilisés. Les produits concentrés sont très souvent dangereux et toxiques et sont à manipuler avec précaution. Parmi celles-ci, il faut toujours verser le concentré dans le solvant afin d'éviter les projections de produits concentrés, notamment dans les yeux. La bonne réponse était donc la réponse B.
Question 17. L'ingestion de légionnelle provoquera une légionellose. Vraie réponse A. Faux réponse B. Aucune contamination par ingestion n'a été à ce jour documentée. L'inhalation d'aérosols contaminés reste la seule voie de contamination. Ces aérosols en établissement de soins se trouvent principalement dans les douches, les nébuliseurs et humidificateurs pour VNI par exemple, les climatisations. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à des soutirages d'eau avant d'utiliser la douche et d'étartrer et désinfecter régulièrement les pommeaux en plus de l'entretien des canalisations et d'unités de production d'eau chaude, d'utiliser que de l'eau et des produits stériles pour les humidificateurs et les nébuliseurs et de changer régulièrement le matériel, de faire réviser régulièrement les climatiseurs par des professionnels agréés. La bonne réponse était donc la réponse B. Question 18. Une solution hydroalcoolique doit contenir pour être bactéricide au minimum 50% d'alcool réponse A. 70% d'alcool réponse B. 90% d'alcool réponse C. 100% d'alcool réponse D. En dessous de 70%, l'alcool va dénaturer les protéines et empêcher la mobilité, la catalyse, la communication mais la bactérie n'est pas tuée. On parle alors d'une activité bactériostatique. De 70 à 95%, l'alcool va dénaturer et coaguler les protéines à l'intérieur de la bactérie mais également à sa surface pour former une barrière compacte infranchissable. La bactérie est tuée, on parle alors d'une activité bactéricide. À 100% d'alcool, celui-ci ne pénètre pas dans la bactérie et coagule les protéines à la surface pour former une barrière. La bactérie est inactivée mais pas tuée. La bonne réponse était donc la réponse C. Question 19. Le port de gants à usage unique n'est pas nécessaire pour les injections sous-cutanées. Vraie réponse A. Faux réponse B. Certaines personnes pensent que les gants sont inutiles pour les injections sous-cutanées, opinion renforcée par l'OMS qui ne les recommande pas dans sa fiche d'information. Dans la pratique, les gants sont peu portés, seulement 35,4% d'observance. Pourtant, les injections sous-cutanées représentent 38,1% des AES percutanés. Pire encore, 9 cas de séroconversion au virus de l'hépatite C et 4 cas de séroconversion au VIH ont été observés suite à un AES sur une injection sous-cutanée. Sachant que les gants peuvent réduire 46 à 86% de l'inoculum lors d'un AES percutané, ils offrent une bonne protection peu contraignante pour le soignant. C'est pourquoi le port de gants lors des gestes à risque de piqûre est recommandé par la circulaire interministérielle DGS numéro 2008-91 du 13 mars 2008. La bonne réponse était donc la réponse B. Question 20. Un patient atteint de rougeole sera placé en isolement protecteur. Vraie réponse A. Faux réponse B. Il existe deux types d'isolement, l'isolement septique et l'isolement protecteur. L'isolement septique vise à réduire le risque de transmission d'un patient infecté vers d'autres patients, soignants ou visiteurs. L'isolement protecteur vise à réduire le risque de transmission d'un agent potentiellement infectieux vers un patient immunodéprimé. Dans cette situation, la personne est infectée et doit être placée en isolement septique. La bonne réponse était donc la réponse B.